La meilleure souffrance est celle de souffrir pour une cause estimée noble. 11 juin 2019, 11 juin 2020, exactement une année après la fin du procès et liberté définitive du patriote Thierry Kikontué après avoir purgé toute la peine de sa condamnation. Militant de la lutte pour la réunification des provinces issu du découpage de l'ex-Katanga dans l'esprit de l'article 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo qui stipule des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou regroupement dans des conditions fixées par la Constitution et par la loi. Fin des citations. Le patriote Thierry Kikontué est emprisonné le 19 décembre 2017, d'abord à l'Agence nationale des renseignements, passant par l'auditorat militaire, avant de chuter à la prison de Kassapa, où il fera 20 mois. Dans la posture des combattants, acharnés de la réunification des provinces issues de l'ex-Katanga, privé de sa liberté, Thierry Kikontué, dit le patriote, va participer aux élections de 2018 comme candidat à la députation provinciale, circonscription de Likasi, où il a été le numéro 66 sur la liste de la commission électorale nationale indépendante. Libre de tous ces mouvements, depuis 11 juin 2019, Thierry Kikontué entend poursuivre sa lutte qui consiste à réunir la province du Katanga. L'an 1, depuis sa libération, l'opinion s'interroge sur ce que pense le patriote Thierry Kikontué sur les enjeux politiques de l'heure dominés par les querelles au sein de la coalition au pouvoir FCC Cash. Merci. Je ne peux pas commencer sans remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons réunis, lui le maître des temps et des circonstances. Il a fait des choses extraordinaires pour moi et sûrement pour chacun de nous. Nous remercions pour ça. Nous vous remercions pour votre patience, puisqu'on a prévu un peu plus tôt, mais il y a eu beaucoup d'imperfections, tout ça, et d'imprévus. Voilà. Notre point de presse a comme thème une année après la fin de mon procès et ma libération totale, et le 19e anniversaire de l'UNAFEC. Mais ce qui est extraordinaire aujourd'hui est que ça fait plus de 3 ans que je n'ai pas été en contact avec la presse, qui est en fait le 4e pouvoir. Alors, avant toute chose, en cette journée commémorative de ma libération, comme je l'ai dit avant de commencer, je rends grâce à Dieu, lui le maître des temps et des circonstances. Je remercie le patriarche Kyungwa Kumwanza, qui malgré toutes ces épreuves a renouvelé sa confiance en moi, en me confiant la destinée de notre parti politique UNAFEC comme le président fédéral du Haut-Katanga. La date du 11 juin 2020, qui marque une année depuis la fin de mon procès et ma libération définitive, après une période difficile de décembre 2017 à juin le 11 2019. En effet, et puis en bref, puisque ce n'est plus d'actualité, mon initiative patriotique à l'époque de créer un mouvement citoyen après le 20 décembre 2016 qui devrait regrouper toutes les forces vives de la République du Congo, c'est-à-dire les fédéralistes, les indépendantistes et les patriotes indépendants, en vue de proposer à l'opinion nationale l'initiative de la tenue d'une table ronde ou conférence de Berlin ou conférence nationale, on pourrait appeler ça comme on veut, qui devait se tenir avant la tenue des élections de décembre 2018. Étant donné qu'après le 18 décembre 2016, qui avait marqué la fin du 2e et dernier mandat du président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila, le pays était dans une période pour moi d'illégitimité. Et la société civile, force vive de la RDC, avait considéré cette période comme une mise en vacances des acteurs politiques, tant de la majorité que de l'opposition. Puisqu'à la date du 20 décembre, tout le monde était considéré comme en vacances. Et on avait commencé une période d'incertitude malgré toutes les raisons et justifications qu'il y a eu. Cette initiative qui avait fait que je sois poursuivi pour mouvement insurrectionnel en vue de l'indépendance du Katanga. Le temps est passé, l'environnement politique a évolué et aujourd'hui, la RDC a un nouveau président de la République à la personne de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le partisan de l'état de droit et de la liberté d'expression, et automatiquement toutes les causes qui avaient milité pour prendre l'initiative en 2017 n'étaient plus à l'ordre du jour. Et pour ma part,
après plus de 35 ans comme acteur politique et 40 ans comme observateur tout court, je suis un des rares opérateurs politiques katangais qui a pu, pour des raisons diverses, qui a pu vivre. Donc, j'ai vécu presque dans toutes les provinces de la RDC, de Boma à Goma, en passant par Kikwit, Kananga, Bujimaï. Pour ma part, donc, je crois que le grand défi, un des grands défis que devait résoudre le chef de l'État, c'est de rendre aux provinces leur réelle autonomie de gestion, comme stipulé dans la Constitution, afin que les provinces puissent transformer leur potentiel en richesse, puisqu'il est toujours difficile qu'un groupe de gens au pouvoir central à Kinshasa puisse avoir un génie extraordinaire et résoudre tous les problèmes de la RDC. Donc l'initiative de développement doit venir de la base. Puisque si nous regardons aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, les provinces se sont beaucoup dégradées par rapport à l'époque coloniale. Nous pouvons observer l'agriculture, l'industrie, les routes des dessertes agricoles, les écoles même, prisons, le système de poste, le logement des fonctionnaires, etc., et j'en passe. Si nous comparons maintenant avec l'époque coloniale, il y a eu une grande dégradation. Sur le plan sécuritaire, nous avons remarqué que depuis une année que le chef de l'État est au pouvoir, il y a une insécurité grandissante dans les villes. Bien que, il y a des fois, il faut commencer à se dire certaines vérités. Après avoir observé, tout le monde est convaincu que malgré que la plupart des bandits, de voleurs qu'on est en train d'attraper sont ressortissants du Kasaï et qu'ils ne peuvent pas saboter le chef de l'État, ça saute aux yeux qu'il y a une main noire qui est en train de manipuler ces jeunes gens pour perturber un peu le mandat du chef de l'État. Mais cette insécurité, pour notre part, elle est artificielle et maîtrisable en prenant quelques mesures stratégiques et confidentielles, puisque les mesures contre l'insécurité, ça ne se prend pas comme ça devant la presse. Mais toutefois, pour aider ces mesures stratégiques-là, il y a 4 points qu'il est nécessaire d'être appliqués. C'est-à-dire, premier point, les chefs de quartier et les bourgmestres doivent obligatoirement habiter leurs entités. Nous sommes un des rares pays où les bourgmestres, presque tous les bourgmestres, personne n'habite sa commune. Donc, il n'est même pas directement concerné par l'insécurité. Donc, les chefs du quartier et les bourgmestres, normalement, doivent habiter leur commune, les chefs de quartier, leur quartier. Il y a un autre fait, il faut créer l'emploi. Puisque si quelqu'un a un emploi stable, c'est difficile qu'il puisse être impliqué dans des vols, des viols, tout ça de bas étage. Et là, il faut, on va en parler un peu après, il faut créer les industries de transformation. Il faut favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. En plus, comme troisième point, la DGM, la Direction Générale de Migration, doit travailler en collaboration avec les bourgmestres pour maîtriser les mouvements migratoires de tous les citoyens, pas seulement des expatriés. Et ça, ce n'est pas la xénophobie, mais c'est la gestion du mouvement de tout le monde, comme dans une famille. Une famille, un papa doit savoir l'enfant est parti. Ou s'il y a un neveu ou un cousin venu, il doit savoir qu'il est venu, il est dans quelle chambre, ainsi de suite. Donc, la DGM ne doit pas seulement se focaliser sur les expatriés, doit aussi savoir les nationaux qui se déplacent. Mais ils doivent être à mesure de savoir qu'aujourd'hui à Lubumbashi, la population a augmenté d'autant. Telle autre ville a diminué d'autant. Et c'est qui est où et qui fait quoi. La DGM doit vraiment travailler dans ce sens-là. Opportunité. L'engagement, ça peut taquiner un peu les gens, mais c'est ça la réalité. En parlant de l'emploi, l'engagement au Katanga devait être réservé d'abord aux Katangais et à ceux qui ont choisi le Katanga comme leur deuxième patrie.
Ce n'est pas du tribalisme. C'est naturel, logique et pratique. Comment voulez-vous, si on cherche un ingénieur électricien à Kolwezi, il y a l'ISTA, il y a les autres instituts, tout ça. Mais on va faire passer les tests en dehors de Kolwezi. En dehors de là où on a besoin de cette entité-là. C'est illogique. Ce n'est pas du tribalisme. Je crois que les députés devaient faire un édit pour expliquer d'abord que ce n'est pas du tribalisme, il y a un problème de logique et que c'est naturel et que c'est pratique. Puisque comment voulez-vous que les provinces puissent maîtriser s'ils ont diminué ou pas le chômage des jeunes? Si les engagements se font à qui mieux comme on veut. Donc là, il faudra qu'on spécifie en insistant que ce n'est pas la xénophobie. Ce n'est pas du tribalisme, c'est un problème de logique, de problèmes naturels et pratiques. Les industries. Là, je vous dis, nous qui sommes nés avec l'indépendance, 60 ans après l'indépendance, j'ai honte pour mon Katanga. Le Katanga importe tout, qui est en fait la première cause du chômage. L'opportunité pour la création des industries, ça signifie à ce moment-là, si nous importons tout, donc ça signifie que l'opportunité pour la création des industries, il y en a. Ici, nous sommes déjà ici. Nous tous, sans exception ici, nous sommes habillés à importer. Même juste le plus loin. Même les cinglés. Tout est importé. Or, donc chaque fois qu'on importe quelque chose, donc il y a opportunité d'avoir une industrie ici. Alors, pour protéger l'industrie, nous devons tous savoir que chaque fois, ça j'insiste, chaque fois que nous achetons ou consommons un article étranger, nous avons par ce geste condamné un jeune au chômage. Le secteur industriel est un des pourvoyeurs d'emplois après l'administration publique. D'où l'urgence de créer les industries, l'industrie de transformation des matières premières locales. Alors, comment déduire le nombre d'industries qu'on peut créer? Le gouvernement devrait se référer à la quantité des choses qui entrent, leur fréquence, et déduire que ces produits-là, c'est une consommation permanente. Donc, avec telle quantité, ça peut être une industrie. Ça peut être 2 ou 3. Il y a un outil du gouvernement, mais mal connu, pour aider la création des industries locales. C'est FPI. Fonds pour la promotion des industries. Si vous lisez les documents, mais c'est extraordinaire. Donc ça finance ceux qui ont des idées de créer une industrie qui transforme le produit local en produit de consommation ou d'utilisation. N'est-ce pas, c'est extraordinaire? Mais ça existe et les fonds sont là. Même si ce n'est pas extraordinaire, mais l'initiative déjà est là. Nous devons aussi, et ça nous comptons beaucoup sur la presse, la sensibilisation de la consommation des produits de fabrication locale. Souvent, on a tendance, presque à la même qualité, mais on préfère un produit étranger. La presse doit vraiment travailler, les communautés doivent travailler pour que nous puissions être fiers. Partout, les gens écrivent « Proud of Yves Naïf ». Donc, fierté d'utiliser leurs produits. Puisque si nous regardons aujourd'hui, 60 ans après, quand nous comparons le Katanga seulement, le Katanga était grand producteur du meilleur coton d'Afrique et qui avait, par conséquent, fait créer des industries textiles qui n'existent plus. Nous, quand on a grandi, nos chemises, c'était en vrai coton de Solbena, d'Amato Frères. Nos mamans, c'était les pagnes locales. Mais aujourd'hui,
je ne sais pas, s'il y a même 10 mètres d'un champ de coton. À Kassage, là-bas, il y avait des étendues et des étendues de coton. Le coton, c'était même, le transport de coton, c'était un des clients de SNCC, puisqu'il fallait prendre des tonnes et des tonnes de coton, les amener à Lubumbashi pour fabriquer le coton, pour fabriquer l'huile. Donc, le Katanga était producteur de coton. Toutes les villes ont été construites avec le ciment du Katanga. Le Katanga était producteur de ciment, producteur de tuiles. Aujourd'hui, on nous amène des tuiles en tôle forme tuile. Or, nous, au Katanga, on fabriquait des tuiles. La craie scolaire. Aujourd'hui, la craie scolaire, ça vient de Chine. La peinture, l'huile de table, farine de froment, savon, et j'en passe, tout était fabriqué localement. Et toutes ces industries n'existent plus. Donc, ça doit nous interpeller. Nous consommons trop les produits étrangers. Dès le matin, nous nous réveillons après s'être couvert les draps, la couverture importée, matelas importé. Nous nous réveillons, peignoir importé, brosse à dents importé, dentifrice importé, savon importé, essuie-main importé. Nous allons déjeuner café importé, tasse importée. Donc, importé en tout. Donc, nous devons beaucoup réfléchir pour que nous ayons des industries. C'est faisable. Un édit, ça c'est encore le député provincial, devait accompagner en disant chaque partenaire minier doit nous donner aussi une industrie localement. Tu es partenaire minier, si c'est des TFM, si c'est quoi, chinois, je ne sais pas. S'il faut délocaliser une usine, chez vous, vous délocalisez une usine qui vient au Katanga. À ce moment-là, vous produisez, vous exploitez le cuivre, le cobalt, le minerai, vous nous donnez aussi une industrie qui fabrique localement. Autosuffisance alimentaire, on en parle chaque jour. C'est comme j'ai dit là, je ne veux même pas m'accentuer dessus. Nous importons presque tout ce que nous mangeons. Maintenant, nous contaminons même les villages. Imaginez un peu s'il y avait un plan pour détruire les Katangais. Avec un peu de poison à retardement. On serait déjà tous morts. Farine importée, le sel importé. Or, on a du sel ici, on peut travailler. Nous avons même le sel que nous consommons. Regardez bien quand vous lisez sur le sel. Le sel du désert. Or, nous avons du sel ici à côté, que nous avons déjà abandonné. Nous avons eu la potentialité d'avoir des cannes à sucre. Non, nous préférons le sucre zambien. Les Zambiens ont même construit maintenant une usine tout près de la frontière. Comme ça, on ne va pas aller acheter loin. Donc ça signifie que même sur le plan de l'agriculture, non, on n'a aucune excuse pour ne pas avoir l'autosuffisance alimentaire. De toute façon, pour moi, l'insécurité la plus grave est celle qui pourrait venir si nous ne prenons pas de mesures le plus tôt. Car il est connu de nous tous que les délinquants, c'est le résultat négatif de l'éducation de base qui a raté. Or, qu'est-ce que nous ne voyons pas sur la rue, au coin des avenues, dans nos quartiers? Le nombre impressionnant et toujours grandissant des enfants en rupture familiale, appelés couramment enfants de la rue. Ce nombre grandissant est très inquiétant. Si rien n'est fait aujourd'hui, dans moins de 5 ans, l'insécurité dans les villes du Katanga sera ingérable. Il est grand temps de prendre les mesures urgentes et draconiennes vis-à-vis de ce fléau des enfants de la République. Nous proposons, entre autres mesures, premièrement, inventorier et regrouper tous les enfants dans un ou deux endroits bien précis dans toutes les villes de la province. Et que ce soit au même moment, de 2 à 3 jours, et créer à la PNC, la Police nationale congolaise, une brigade spéciale pour les mineurs. Nous, quand on était enfants, on avait connu ça.
après le regroupement, tenter de les ramener dans leur famille biologique. Dans la mesure du possible, d'encadrer les parents par les affaires sociales, d'encadrer les parents pour qu'ils puissent prendre soin de leur progéniture. Un enfant n'est mieux que chez ses parents. Certains enfants, ça c'est sûr, leur cas pourrait concerner la collaboration entre les provinces. Après les avoir regroupés, les enfants qu'on va considérer qu'ils sont sans famille doivent être ramenés à Kanyama-Kasese pour leur encadrement et leur formation. Et un travail psychologique sera nécessaire dans ce sens-là. Par conséquent, il faudra diversifier au niveau de Kanyama-Kasese, diversifier la formation en ajoutant d'autres sections en plus de l'agriculture. Les députés, nos députés provinciaux, devraient renforcer la loi sur la protection des enfants par rapport au travail des enfants, surtout pour les petits commerces et les petits boulots sur la ville. Nous saluons ici le gouverneur du Haut-Katanga, est en train de préparer quelque chose dans le sens d'encadrer les enfants par rapport à l'utilisation abusive des enfants. Alors avant de conclure, un petit mot sur Corona. Le Corona, j'ai bien suivi le docteur Mouyem. Il a bien expliqué, et si on avait bien suivi, on ne devait pas agiter les gens pour rien. Les mesures barrières sont obligatoires et très nécessaires et efficaces. Se laver les mains, distanciation, se boucher les nez, tout ça, ce sont des choses à suivre. Mais il faut savoir que Corona, peut-être même certains l'ont déjà attrapé sans le savoir. Et se sont même guéris sans le savoir. Mais la petite minorité des gens que Corona peut perturber, c'est ce qui est grave, puisque ça peut te tuer rapidement. Donc il est urgent de vraiment suivre les gestes barrières pour que l'économie du pays puisse remonter. Si nous maîtrisons, l'économie peut remonter. Autrement, c'est vraiment une catastrophe. Alors, après avoir parcouru, après avoir observé, moi je suis un observateur politique depuis 40 ans. Mais ça fait 60 ans que je suis dans la politique. Je suis dans la politique, ça signifie que je suis né un certain septembre 1960. Et vous devez savoir qu'en septembre 1960, c'est là où les problèmes ont commencé au Congo. Kasavubu suspend Lumumba, Lumumba suspend Kasavubu, et entre-temps, moi je naissais. Et avec tout ce qui s'est suivi, les sécessions, les tout ça et consorts, et quand nous rentrons à la table ronde, Kasavubu avait déjà proposé que gérons ce pays comme une confédération. Comme il était minorisé, avec le chef Moami, Mwenda, à deux ils étaient minorisés, on n'a pas suivi ça. Il y a eu ce qu'il y a eu. Pour corriger, on a eu la constitution de Luluabourg en 1964, qui a aussi dit qu'il faut du fédéralisme. Malheureusement, en 1965, l'unitariste, j'allais dire le Lumumbiste, non, l'unitariste Mobutu prend le pouvoir et écarte la constitution de Luluabourg qui venait de corriger toutes les anomalies des premières années d'indépendance. Il fait fi de ça, il s'impose comme il a pu. Vers les années 80, il ne s'en sortait plus. L'opposition est née, tout ce qu'il y a eu, jusqu'à ce qu'on est arrivé à la conférence nationale souveraine, qui a proposé une constitution fédéraliste encore. Malheureusement, l'unitariste Mobutu refuse d'appliquer. Il a fallu 7 ans pour qu'il soit chassé du pouvoir. Malheureusement par un autre unitariste qui ne voulait pas appliquer la constitution de la conférence souveraine. Aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, après avoir observé, qu'est-ce que moi je trouve pour ma part?
Et cela maintenant, ça n'engage que moi en tant qu'observateur politique. Pour ma part, pour que le pays, la RDC, que je considère un pays dans l'impasse, celui qui ne veut pas voir, il est comme un aveugle qui refuse de voir. Le Congo est dans l'impasse. Et pour que la RDC décolle, il faudrait au préalable, et ça ne sera pas la première fois, mettre fin à ce découpage de 26 provinces. Ce n'est pas la première fois qu'on met à la fin des découpages. On a déjà découpé plusieurs fois. On n'a pas assez de temps, on pourrait vous dire qu'on avait déjà découpé avant, plusieurs fois. On est revenu sur ça, puisqu'on n'a pas pris les... il faut des préalables. Donc, premièrement, on doit mettre fin au découpage des 26 provinces, qui a été mal conçu, inadapté, et aujourd'hui c'est un échec. L'article 4 de cette constitution permet le regroupement. Donc nous devons regrouper encore toutes ces multiples provinces inactives et inefficaces. Et revenir aux 6 provinces de l'époque, c'est-à-dire la province du Congo, la province de l'Équateur, la province orientale, la province du Grand Kivu, la province du Grand Kasaï et la province du Grand Katanga, qui, par rapport à l'évolution, en suivant un peu le processus, ces provinces, si nous adoptons le système fédéral, devraient muer en État. Ça devait être des États fédérés de la République démocratique du Congo. Alors, pour y arriver, sans qu'il y ait des agitations à gauche et à droite, pour y arriver, nous croyons qu'il faut qu'il y ait une tenue d'une table ronde nationale avant 2023, qui serait normalement précédée des 6 autres tables rondes provinciales. Donc chaque province doit avoir sa table ronde et donner les orientations. Un groupe de gens qui ne peuvent pas décider et croire plus intelligents que tout le monde. Il faut laisser les gens se regrouper, décider, et ainsi de suite, tout ça. Pour que, après ça, nous puissions savoir comment nous allons décoller. Et là, je crois que les chefs traditionnels qui nous représentent tous devraient s'impliquer afin que nous puissions arriver à organiser ces tables rondes tranquillement, sans s'agiter, etc., etc. Mais mon grand souci, c'est le Grand Katanga. Le Grand Katanga pleure dans mon cœur de voir comment ses filles et ses fils sont en train de se battre, souvent pour rien. Donc le Grand Katanga a besoin aujourd'hui de voir ses filles et ses fils se réconcilier et parler le même langage de paix et de développement. Donc, il est donc souhaitable d'éviter désormais de s'attaquer réciproquement à travers la presse et les réseaux sociaux inutilement. J'ai dit et je vous remercie infiniment.